OK, première question. Y a-t-il des maladies causées par des forces dans l'invisible? Si oui, pouvez-vous donner des exemples de cela? Bon, disons que les maladies sont toujours causées par le réceptacle. Si le réceptacle n'est pas prêt à recevoir tel genre d'énergie, il peut en être abîmé. Exactement, lorsque vous frappez un boxeur, il risque d'être moins abîmé que si vous frappez votre femme, votre mari. Donc, et non, on fait un parallèle matériel, mais c'est la même chose. Pourquoi disons-nous que l'initiation solaire en ésotérisme est interdite? On a l'initiation lunaire. Pour la simple raison que les énergies supérieures, si elles descendraient massivement sur l'homme, elles désintégreraient l'homme. C'est presque une maladie, mais là c'est maladie rapide. Bon, alors une maladie, lorsque une personne est en contact avec un monde parallèle comme le monde de l'astral collectif, familial, religieux, sociétaire, militaire, l'astral moral, les concepts spéculatifs placés dans nos mémoires, notre éducation, ce que nous avons expérimenté, l'astral, quoi, en ésotériste. Lorsque la personne est en contact avec certaines parcelles de cet astral, ces régions de l'astral, ces vibrations, collectives, le fait que j'ai peur de perdre mon emploi, je suis donc régi, assujetti à l'astral de ceux qui ont perdu leur emploi, de ceux qui parlent de comment empêcher les pertes d'emploi, l'astral social. Et ces vibrations rentrent en dissonance avec les miennes, mon désir de travailler par exemple, et vont créer chez moi une inharmonie, c'est-à-dire qu'elles vont, descendre des vibrations de ma psychologie pour les amener au même niveau de ceux de la collectivité. Si je suis suffisamment puissant dans mon astral, je vais, moi, transformer les énergies astrales de la collectivité et tout le monde croira pouvoir trouver du travail. Vu que je suis insuffisamment puissant, étant assujetti à l'astral collectif, ces énergies viennent me faire peur à la longue, c'est-à-dire que je diminue mon taux vibratoire et je commence à vivre ce stress du chômage. Ce stress va être exprimé de différentes façons par les formes d'énergie inférieure de l'homme, par son énergie vitale, il sera épuisé, il dormira mal, par son énergie physique, il aura des ulcères d'estomac, il aura des problèmes pathologiques, ou ils pourront être exprimés par la parole. Donc, les contacts avec les mondes invisibles suscitent normalement beaucoup de maladies chez l'homme, parce que l'homme les entend exactement comme si vous regardez le soleil en plein jour ou lors d'un éclipse solaire, par exemple, le soleil ne vous aveugle pas. Mais tous les rayons qui sont en train de détruire vos yeux, vous ne les percevez pas. N'empêche qu'après quelques minutes de contemplation de cet éclipse, vous serez aveugle. Et possiblement jusqu'à la fin des jours de votre corps. Donc, même si vous avez une perception ignorée de l'invisible, cet invisible opère des choses chez vous. Lorsque l'énergie est inférieure à l'énergie du capteur, on se dirige vers une pathologie. Lorsque l'énergie est supérieure à l'énergie du capteur, de la cellule qui capte et non pas de l'homme global, on se dirige vers une amélioration ou une évolution du capteur. Donc, lorsque l'astral, lorsque l'émotion, lorsque cette partie de l'homme capte des énergies astrales, mentales, donc des énergies mentales mémorisées dans l'astral, il y a évolution du plan astral normalement. Lorsque l'énergie astrale capte des énergies matérielles ou vitales dans le plan astral, des énergies du bas astral, il y a normalement évolution de ce capteur. Donc, c'est important que la personne, l'homme global, qui normalement devrait prendre connaissance de ses sens pour pouvoir les protéger, donc je fais attention à mon oreille, je diminue ce qui rentre trop fort, je m'éloigne de ce qui est dissonant pour mon oreille, donc j'arrive dans la matière physique à être capable de conserver une intégrité sensorielle jusqu'à la fin de la vie de mon corps. Il en est de même, ou il devrait en être de même, pour les perceptions dans le monde de l'invisible, ce qui ne nous amènerait normalement pas à être malade. Donc on a plusieurs genres de maladies. Des exemples de maladies, il y en a plusieurs. On a par exemple l'asthme.
L'asthme est une maladie qui est fonctionnelle par rapport à une captation sensorielle, disons, d'énergie astrale et quelquefois d'énergie vitale. C'est-à-dire que la personne... Une crise d'asthme. C'est-à-dire que la personne qui capte ces énergies se met en résonance avec ces énergies, et la seule façon qu'elle a d'exprimer ce qu'elle capte par ses sens astrales, ça va être par une hyperstimulation du système endocrinien, par exemple, et de toute façon, on sait en ésotérisme que la voie d'expression du monde émotif, c'est par le biais du système endocrinien physique. Lui va pouvoir gérer, coordonner la majorité des pathologies chez l'homme, des maladies, l'expression du bonheur, de la nervosité, de plusieurs choses. Et lorsque le corps, par exemple, va se mettre à sécréter un peu trop d'une certaine forme d'hormone, le corps réagit à cette sécrétion et d'une façon tellement violente qu'on a une pathologie, l'asthme. Bon. Lorsque le corps sécrète de l'histamine, par exemple, lorsque le corps sécrète trop d'histamine, une substance normale que nous avons à l'intérieur du corps, l'homme va avoir, par exemple, des gonflements, des rougeurs, des démangeaisons, des éternuements, des bronchospasmes, des difficultés respiratoires. Et tout cela, c'est créé par une hyperstimulation de ce qui, normalement, devrait sécréter de l'histamine, substance qui a une utilité corporelle, mais une utilité limitée. Et lorsque nous avons trop d'histamine, l'histamine va servir, entre autres, à lutter contre certaines particules qui viennent agresser l'homme. Mais lorsque une particule ou deux agresse l'homme et que l'homme déclenche par le biais de sa psychologie, c'est-à-dire que les vibrations de l'invisible, d'une certaine sphère vibratoire de l'astral, perçues par l'homme psychologique, vont être comprises, vont être perçues comme étant une agression. Et étant donné que la psychologie de l'homme, chez certaines personnes, réagit à cette agression psychologique, et ce n'est pas parce que nous parlons à quelqu'un, par le biais simplement de l'énergie invisible de l'astral, la personne va réagir à cette agression comme le corps réagit à une agression de particules, disons, qui tend à attaquer le corps. Donc, elle va réagir de la même façon que si je vous coupais un bras. Vous allez être en état de choc, en état d'alerte physique, parce que vous avez une agression dans l'énergie vitale. Alors, vous allez automatiquement sécréter énormément d'histamine pour lutter contre une agression qui n'existe pas. Alors, le fait, par exemple, de toucher un chat fait que on va réagir. On croit pouvoir réagir. On croit que le chat stimule suffisamment notre réaction et on se sert de l'idée que nous touchons un chat et que nous sommes allergiques au chat pour pouvoir lutter contre cette agression du monde invisible de l'astral. En réalité, le poil du chat, on n'en est pas allergique. Mais le fait de toucher cela fait que cela déclenche chez l'asthmatique la réaction globale d'accélération cardiaque, de sécrétion d'histamine, d'un paquet de phénomènes. Et c'est pourquoi longtemps on a donné de l'adrénaline à ceux qui étaient asthmatiques en crise d'asthme. Maintenant on ne le fait presque plus parce que c'est dangereux. Parce que l'adrénaline fait en sorte que les sécrétions d'histamine sont diminuées. Donc on diminue, disons, la réaction allergique. Alors on a l'asthme. On a des faiblesses vitales. Une personne, par exemple, qui se sent faible. Une personne qui a une alimentation, disons, suffisamment variée et qui se sent faible. Elle a une agression, elle a une perception, disons, une perception sensorielle dans le plan vital, par exemple. Mais cette perception, même si elle l'ignore, même si elle ne la perçoit pas consciemment, parce que l'homme perçoit continuellement, mais il n'a pas nécessairement conscience de ce qu'il perçoit, donc il peut canaliser suffisamment d'énergie dans cette perception vitale pour s'en voir diminuer. Donc la personne va souffrir de différentes maladies, de fatigue, des maladies qu'on va avoir de la difficulté à guérir. L'acupuncture peut peut-être le guérir, mais on va avoir de la difficulté à guérir par une médecine, disons, de nourriture, une médecine chimique. Pourquoi? Parce qu'on a une fuite d'énergie. Et les sens qui captent dans le vital sont des sens reliés au système des carrefours d'énergie, communément appelés chakras. Mais le chakra, en réalité, n'est pas un centre d'énergie, c'est un carrefour d'énergie. Et lorsque ces carrefours d'énergie
captent des énergies vitales. Elles peuvent ramasser les énergies vitales, ce qui devrait normalement se faire par le biais du sommeil, par le biais du soleil et de la nourriture. Mais de temps en temps, lorsqu'une agression vitale est faite dans un plan inférieur au capteur, c'est-à-dire que si vous captez par le chakra, disons, du troisième œil, une énergie qui devrait normalement être captée par le chakra, disons, des glandes surrénales, il est inférieur en vibration au troisième œil, donc peut rendre malade ce troisième œil. Il diminue son taux vibratoire. Donc, la personne, par différentes, soit techniques de respiration, d'acupuncture, la nourriture, c'est difficilement accessible parce que la nourriture n'amène pas une énergie vitale en abondance suffisante pour combler, par exemple, une perte massive d'énergie vitale. Alors, la personne peut avoir des symptômes de fatigue, mal dormir. Elle peut bien dormir aussi, mais elle peut mal dormir. Elle peut avoir un manque d'entrain. Elle peut avoir une hypotension. Elle peut avoir une hypertension. Il y a plusieurs symptômes, disons, de maladies qui peuvent être donnés par ce genre. Disons que l'hypotension ou l'hypertension chronique, mais non diagnosticable réellement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi. On donne des médicaments, mais on ne connaît pas la cause, est souvent reliée à une agression, et c'est une réaction à l'agression dans une énergie vitale, perçue par les sens vitaux. Alors, il y a plusieurs formes, disons, de maladies, il y en a énormément, qui sont des résultats à des agressions lié à notre perception. Lorsque c'est trop fort, on crie. Lorsque nous avons une épine dans le bras, on a une réaction où on va avoir des anticorps, où on va avoir des globules blancs qui vont venir réagir. Mais lorsqu'on a une agression au plan vital, on a aussi une réaction qui peut affaiblir le corps physique le temps que cela se fait, qui peut rendre maussade la personne, donc affaiblir le corps astral le temps que cela se fait. On a une réaction normale. Alors, on a plusieurs maladies, disons, qui sont causées par la perception des plans invisibles. Mais évidemment, l'homme peut y remédier sans problème lorsqu'il apprend, disons, à connaître un peu ces choses-là. Comme lorsque l'on connaît, disons, les symptômes ou les causes d'une maladie matérielle, on peut régler. Si tu manges trop d'épices, tu as des brûlements à l'estomac, tu manges plus d'épices, ça va bien. Lorsqu'on arrive aussi à percevoir, disons, à développer nos sens dans les mondes invisibles, on peut aussi arriver à comprendre des mécanismes et à se tenir un peu plus en santé, sans nécessairement se vouer, disons, à une philosophie, disons, de santé. Dans le même sens, ici, pourquoi l'énergie vitale refuse d'aller dans certains organes précis, blocage énergétique? Comment capter et surtout garder l'énergie vitale en soi rapidement? Bon. L'énergie vitale qui normalement circule à l'intérieur des méridiens. Disons, on en a deux sortes, on a tellurique et solaire ou yin et yang, et on a une troisième forme d'énergie vitale qui, elle, ne circule pas dans les méridiens, qui n'est pas connue de l'acupuncture, qui est l'énergie médiane ou de synthèse, une énergie qui est beaucoup plus luminale que solaire ou tellurique. Et ce n'est pas, disons, un amalgame des deux. Lorsqu'un organe se voit privé d'énergie, c'est souvent parce qu'un autre organe en capte. Et lorsqu'un autre organe en capte, les organes, le corps humain est régi par le système endocrinien, entre autres, par le système méridien, donc le système vital, et le système endocrinien est régi par l'astral. Donc, on a, pour que l'énergie vitale puisse librement venir nourrir un organe, on ne doit pas avoir une phase énergétique astrale qui vient puiser pour se nourrir l'énergie vitale de l'organe. Ce qui fait qu'on peut, par exemple, lorsqu'une personne exprime certains symptômes psychologiques, elle a peur, elle est stressée, elle a des idées de grandeur, elle veut rentrer en contact avec Dieu, elle a peur du diable, n'importe quel genre d'expression psychologique, qu'est-ce qui arrive? Il arrive ceci. On a automatiquement une vibration dans notre système endocrinien qui est particulière à l'état psychologique de la personne. Cette perturbation endocrinienne fait que certains organes, certains sécréteurs d'hormones, certains récepteurs, dont ceux qui vont réagir à certaines hormones, sont perturbés par cette énergie. Étant donné que le système hormonal régi par l'astral est perturbé par l'astral, on aura donc des organes ou des parties du corps qui resteront tout à fait normales et d'autres parties qui se verront atteintes, c'est-à-dire qui exprimeront la perturbation astrale. L'exprimant, elles vont soit énergiser la région avec de l'énergie, yin ou yang, donc causer par exemple un brûlement d'estomac parce qu'il y a trop d'énergie yang, et s'il y a trop d'énergie yang, cela peut causer une pénurie yin ailleurs, ou on peut avoir un organe qui, à cause de toute l'ascendance et le contrôle vibratoire de l'astral par le biais du système endocrinien, va refuser, ne pourra plus capter tel genre d'énergie parce que l'astral le capte à sa place pour s'énergiser.
Donc, on a automatiquement perturbation dans l'énergie vitale parce que perturbation dans l'énergie astrale, ce qui va dégénérer en perturbation physique, évidemment, étant donné que l'énergie vitale est ce qui donne la forme au corps physique et ce qui l'entretient. Alors, c'est simplement pour cela que certaines formes d'énergie vitale ne refusent pas, mais ne sont absorbées avant d'être absorbées par le corps. OK. Je pense que tu as presque répondu à celle-là. Est-ce que pour chaque maladie, il peut y avoir un blocage psychologique qui empêche l'énergie vitale de passer? Non, on a déjà vu dans les pièges du karma, entre autres, les différentes sortes de maladies et dans la guérison, une conférence sur la guérison. On va le revoir plus en détail aussi dans les thérapies intelligentes, je crois, prochaine conférence qu'on va faire. Disons que chaque maladie est générée par des choses qui lui sont propres. On a des maladies typiquement physiques qui sont les accidents. On a des maladies qui sont vitales. On a des maladies qui sont reliées à un karma planétaire, comme les maladies transmises sexuellement, comme d'autres genres de maladies. Disons que le blocage psychologique, et quand on parle de blocage, en réalité, ce n'est pas un blocage. C'est simplement une trop grande forme, une trop grande énergisation d'une parcelle de l'homme psychologique. Et pour permettre cette trop grande énergisation, pour lui donner de l'énergie, on doit puiser soit dans l'énergie mentale, soit dans l'énergie vitale. Ce qui, puisant dans l'énergie vitale, crée une pathologie. Puisant dans l'énergie mentale, empêche la personne de voir clairement ce qui lui arrive. Donc, l'empêche d'être efficace. Alors, ce qui fait que la majorité des maladies chez l'homme sont causées par une trop grande énergisation de l'énergie astrale, de leurs émotions, de leurs désirs, de leurs peurs, de leurs craintes, de leurs espoirs, de leur foi, de différentes choses. Mais on a des maladies qui ne sont pas reliées à la perturbation psychologique. OK. Où est-ce que l'énergie tellurique non utilisée va se réfugier? Peut-elle s'éloigner de la Terre? Non, l'énergie tellurique, elle est ce qui forme la planète Terre. Donc, elle ne s'éloigne pas de la Terre. Elle peut être transformée en énergie astrale à un moment donné, donc automatiquement, elle prend de la distance. Elle peut être retransformée en énergie mentale, donc elle prend encore de la distance. Prochainement, cette énergie sera transformée en énergie supramentale planétaire, donc elle prendra encore de la distance, mais cela reste assujetti au plan planétaire. Parce qu'elle a besoin, l'énergie tellurique, l'énergie qui est au niveau du schéma planétaire, a besoin d'une énergie inférieure pour la supporter, et l'énergie de la planète et l'énergie matérielle, disons, la plus inférieure. Elle ne peut pas rejoindre une autre planète, sauf si une parcelle matérielle planétaire quitte la planète, comme un astronaute, comme une fusée. Là, l'énergie vitale tellurique de la planète quitte aussi, parce que la fusée ne se désagrège pas. Tout reste. L'astral de l'homme reste, le vital, tout reste. Et là, on peut envoyer, disons, on peut voir une forme d'énergie tellurique s'éloigner. Mais normalement, l'énergie tellurique de la planète Terre reste à la planète Terre. L'énergie solaire, elle, l'énergie Yang, peut venir sur la planète parce qu'elle suit justement ce processus. Elle involue, elle diminue en vibration et elle est attirée par la matière beaucoup plus dense de la planète Terre. Comme évidemment de la planète Vénus et de la planète Mercure. Et des autres planètes, évidemment. OK, Daniel. Comment réagir devant une énergie négative qu'on ressent? Lorsque l'on ressent une énergie négative, c'est que nous la percevons. Donc, nous avons une forme de sens, de sens qui est en opération et suffisamment en opération pour être conscientisé, donc pris en conscience par l'homme. Donc, vous savez que vous percevez. Vous n'êtes plus manipulé bêtement, en ce sens que vous percevez une énergie maléfique et vous devenez maléfique. Sans savoir pourquoi. Vous percevez. Mais entre le fait que vous ne devenez pas maléfique et le fait que vous avez peur parce que vous percevez, il n'y a pas grande différence. La personne qui perçoit une énergie, disons, maléfique, elle ressent quelque chose, elle doit simplement savoir qu'elle le ressent, mais que ce n'est pas en elle. Et comment faire pour que cela devienne en elle? C'est simple. C'est beaucoup plus simple que de faire l'inverse. Elle doit simplement, avoir peur. Et lorsque la personne commence à avoir peur, automatiquement l'énergie commence à être elle-même, elle devient cette énergie. Pourquoi? Parce qu'elle est capable de percevoir une note de musique et elle est capable d'imiter la note de musique. Et lorsqu'elle n'a plus besoin de la percevoir, elle peut chanter elle-même. Elle est en vibration, elle crée, elle génère. Alors, tu perçois une énergie, par exemple, négative, et tu es capable de la copier, de la recréer, de l'imiter.
Et là, tu y vas, et tu y vas, et tu y vas. Et la peur, c'est justement ce qui te permet de copier cette énergie. Lorsque vous ne devez pas réagir, premièrement, devant une énergie négative. Elle est négative parce qu'elle est inférieure à vous, et c'est tout. On ne doit rien faire. Si l'énergie est agressive, l'énergie négative est massive. Alors, on doit simplement savoir, et entre le savoir et le faire, évidemment, il y a deux. On doit simplement savoir que nous sommes les créateurs de cette énergie, que nous sommes les maîtres contrôleurs de cette énergie, que nous n'avons qu'à refuser cette énergie pour que cette énergie s'en aille, que nous n'avons qu'à lui parler sûrement pour que l'énergie, sûrement, saque son camp. J'ai déjà expliqué à un moment donné, c'était assez amusant, que lorsqu'un fantôme rentrait dans ta chambre, tu pouvais lui dire qu'il puait. Et là, le fantôme, avec ses grosses dents et sa grosse chaîne, il sent mal. Parce que l'homme préfère le voir et avoir peur. Donc, il l'accrédite. L'homme lui donne sa puissance. Lorsqu'une personne a peur d'un petit chien, il lui donne de la puissance et le chien profite. Mais lorsque, par inadvertance, tu as peur du chien, tu sautes et tu l'écrases, tu ne te pensais pas si puissant. Mais le chien, il se pensait pas si niaiseux. Tout aplati. Bon. Alors, ce qui arrive, non, mais c'est ça. Pourquoi un petit chien peut-il rentrer un troupeau de vaches dans un enclos? Parce que les vaches donnent de la puissance au chien. Mais lorsque la vache décide de ne pas rentrer dans l'enclos et de décider de prendre le chien et de voir qu'est-ce que ça goûte, le chien, il prend ses jambes à son cou et il s'en va. Il y a 4 pattes, un coup. Ça court, un chien. Bon, alors il sac son camp. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que devant une énergie négative, qu'est-ce que c'est négatif? Ce n'est pas plus puissant que vous. Une énergie positive, ce n'est pas plus puissant que vous. C'est ce que vous voulez que ce soit. Comment agir? Comme vous agissez lorsque vous percevez un goût. Si vous ne l'aimez pas, vous arrêtez d'en manger. Et si le goût reste, stimule jusqu'à temps que vous allez en vomir, c'est parce que vous allez créer, vous allez revenir avec votre mémoire du goût. Vous allez avoir l'idée que le goût reste dans votre bouche. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Alors vous buvez du Pepsi, vous buvez de l'ammoniac, vous buvez n'importe quoi, vous changez le goût. Comme l'homme fait pour se changer les idées. Il boit d'autres énergies pour se changer les idées. Sauf que le problème, c'est que se changer les idées, c'est compliqué, on a besoin d'une énergie. On a besoin de quelqu'un. La télévision, on a besoin de quelque chose pour se changer les énergies. Changer nos idées. Alors, c'est de beaucoup préférable, lorsque nous percevons une énergie négative, d'en prendre conscience immédiatement, donc en s'observant, et simplement de dicter à cette énergie ce qu'elle doit faire. S'en aller. Et ça fonctionne. Ça, pour fonctionner, ça fonctionne. Parce qu'on a même des personnes qui sont royalement possédées, et une autre personne qui ne la connaît pas vient avec disons, les rythmes d'un culte, et ordonne à cette énergie négative très, très, très possédante de s'en aller. Sinon, elle devra mourir, c'est-à-dire qu'elle devra évoluer, et la vibration du négatif est transformée. Alors, il n'y a pas d'énergie négative, sauf si l'homme agit négativement, donc à rebrousse-poil vers une espèce d'énergie involuante. Lorsque vous voyez une fourmi, lorsque vous voyez un gros ver ou un crapaud galeux, c'est une énergie négative pour l'homme. Et ce n'est pas nécessaire de le prendre et de l'ingurgiter. Enfin, faites-le cuire avant, disons que c'est moins négatif, mais on laisse faire. S'il rentre chez nous, on le met dehors. Alors, c'est exactement ça qu'il faut faire avec n'importe quel genre d'énergie. Vous buvez pour changer votre goût, vous prenez d'autres énergies pour changer l'énergie négative, ou simplement vous la générez, cette énergie. Alors donc, vous commandez aux énergies négatives. Et cela fonctionne à merveille, sauf si vous dites « Va-t'en! » Penses-tu qu'il est parti? Non. Dans l'invisible, y a-t-il des extraterrestres qui se battent pour la possession de la Terre? Vu que c'est invisible, personne ne le sait. Extraterrestre veut donc dire non généré par la planète Terre. Il y a effectivement des énergies extraplanétaires, extraterrestres, qui se battent avec des énergies subterrestres en superficie de la planète Terre pour la possession de la planète. Maintenant, on ne doit pas visualiser cet état de choses par une guerre des étoiles où on a un seigneur noir qui vient se battre contre n'importe qui ici pour posséder la Terre. On a effectivement une descendance d'énergie
supramentales, donc d'énergie extraterrestre, qui peuvent être personnalisées ou personnifiées par l'homme astral sous forme d'entités extraterrestres, qui devront traverser un nuage extrêmement puissant d'énergie astrale, qui peuvent eux aussi prendre la forme d'extraterrestres, c'est-à-dire d'êtres humains terrestres peut-être, mais qui donnent disons l'apparence d'une extraterrestrialité. Et ces extraterrestres planétaires vont essayer d'entrer en contact avec les humains dans une forme suffisamment manipulatrice pour pouvoir avoir une armée humaine suffisamment puissante pour lutter contre l'énergie supramentale. Donc, on a effectivement une lutte à finir, qui va se terminer d'ailleurs par la perte, évidemment, on le sait, on l'a vu dans tellement de romans, par la perte des entités noires. Hein, et effectivement, on a donc ce combat qui va être perdu par l'humanité. Parce que sachons bien que l'humanité lutte contre les énergies supramentales. L'humanité lutte contre Dieu pour ne pas être transformée en Dieu, parce que l'humanité a un ego suffisamment puissant qu'il préfère rester homme ayant les pouvoirs de Dieu que de voir l'homme mourir et lui naître. Donc, l'humanité va perdre, et présentement, moi, je suis autrement dit l'ennemi de l'humanité, c'est évident. Je suis pour, c'est-à-dire que j'amène les énergies supramentales à venir bouleverser l'astral, et c'est pourquoi aussi, de temps en temps, j'ai des conférences qui bouleversent plus. Je suis, on m'appelle un briseur de forme, c'est-à-dire un bouleverseur. Pour dire comme Alexandre, un bulldozer. Bon. Alors, donc, il y a effectivement un combat, mais ce n'est pas un combat avec des rayons laser, des sabres laser et des fuseurs, évidemment. C'est beaucoup plus puissant. Tu dis qu'on doit se moquer des perceptions, mais on en a besoin pour vivre. C'est paradoxal. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas paradoxal chez l'homme? Hein? L'homme qui bat sa femme qui aime, puis l'homme qui, celle qui tue son mari parce qu'elle lui trompait, parce qu'elle l'aimait, bon. Je dis qu'on doit se moquer. Je n'ai pas dit qu'on doit se moquer des perceptions, je dis qu'on ne doit pas porter attention à ce qui est perçu. Et il y a une différence à noter. Je dois porter attention à la perception, c'est-à-dire au fait que je perçois. Je ne dois pas porter crédit à ce qui est perçu. Donc, je ne m'en moque pas. Mais je ne dois pas porter crédit. Je dois expérimenter et je dois développer, par le biais d'énergie mentale, une connaissance, disons, presque à un moment donné supramentale ou instantanée, de ces nouvelles régions. Mais l'homme n'a pas le choix de pénétrer par ses sens invisibles dans les mondes invisibles. Et il ne doit pas se moquer. Il ne doit pas accréditer ce qu'il perçoit. Lorsque je vois un chien enragé qui bave, je sais simplement, dans le plan physique, disons, je sais simplement que par mon expérience ou par l'expérience que j'ai de l'instantanéité, donc je sais que de temps en temps, je peux m'en remettre à une inexpérience efficace pour pouvoir faire en sorte que ce chien baveux vienne se servir de sa bave pour me licher les mains, au lieu de l'essayer d'incruster l'intérieur de ma peau me mordant. Bon. Par contre, c'est la même chose dans un monde invisible. Je ne me moque pas, mais je ne juge pas ce que je vois comme étant mauvais ou comme étant bon. Alors, ce n'est pas paradoxal le fait de développer ses sens, d'aimer voir des choses, mais ne pas les juger. Essayer de les laisser être ce qu'ils sont. Comment arrêter le processus de la souffrance quand elle est invisible? Merci. Alors, c'est une question immense. Samedi prochain, je fais une conférence justement sur ce sujet parce que j'ai eu tellement de questions sur ce sujet. L'homme doit-il souffrir, obligatoirement souffrir? Je me rappelle plus du titre, mais c'est quelque chose dans le genre. Alors, disons que je préférerais que la personne, disons, revienne samedi, pas demain, l'autre. Je vais élaborer en masse sur la question de la souffrance, sur justement la liaison entre l'invisible, entre ce qui est visible, entre ce qui est perçu et entre ce qui amène l'homme à souffrir. Alors, disons que je préférerais répondre plus tard. On a un représentant de la franc-maçonnerie présentement au Québec. Est-ce qu'il peut agir dans les mondes invisibles pour transformer la réalité qui s'y trouve? Le grand monsieur là, avec une barbe, voyons, Lanzo Del Vasto, est-ce qu'il est de ce... Lanzo Del Vasto, non, c'est pas un franc-maçon, c'est
Non, lui, c'est une personne qui a connu le Mahatma Gandhi et qui a été appelé le serviteur de la paix. Non, ça n'a aucun rapport, disons, avec... le franc-maçon, disons, j'imagine qu'on parle ici, c'est celui qui dernièrement a touché le sol du Québec. C'est un haut représentant de la franc-maçonnerie française. Ce qui, disons, il y a une légère différence entre la franc-maçonnerie anglaise et française. Une différence qui frôle presque la guerre, disons, mais il y a une différence. Le représentant au Québec, est-ce qu'il peut agir dans les mondes invisibles pour transformer la réalité qui s'y trouve? Je ne serai pas enregistré. C'est une question qui, disons, dénote quand même une connaissance de l'ésotérisme invisible suffisamment puissant. Les ordres, les sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie ont évidemment travaillé longtemps dans les plans invisibles. C'est-à-dire que même l'homme travaille dans les plans invisibles parce que chaque fois que vous criez ou que vous pensez, vous faites un travail dans le plan de la matière et dans le plan de l'invisible. Chaque fois que ces organisations de toute façon ont un caractère éminemment opérateur dans l'invisible de façon à créer une opération dans le visible. C'est pourquoi on les appelle sociétés secrètes et elles se vouent à rester secrètes parce qu'on ne serait pas toujours d'accord avec leurs secrets. Bon, la personne qui présentement représente, disons, une grande loge ou la franc-maçonnerie française qui est présentement au Québec a pour fonction, dans l'invisible comme dans le visible, d'énergiser une loge ici au Québec. Je ne vous dirai pas si cela est bon ou mauvais, cela est permis. Et je ne veux pas en dire davantage. Si chacun fait la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'une entité supérieure abaisse ses vibrations et que l'humain élève les siennes, est-ce encore une perception? Lorsque les deux se rencontrent, ils ne peuvent pas se rencontrer comme ceci, ils devront se rencontrer comme ceci. Ceux qui sont loin, là, les énergies descendent, les énergies involues, l'énergie supramentale. L'homme évolue, ils ne pourront pas se rencontrer comme ceci, ils devront s'interpénétrer pour se rencontrer. S'interpénétrant, l'énergie supramentale qui parle avec l'homme est une énergie humaine. Une énergie qui sera colorée par la plus haute vibration de l'homme, par la plus haute vibration du récepteur. Ce n'est plus de l'énergie supramentale proprement dit, mais elle n'a pas été colorée par rien d'autre que le mental réceptif. Donc, si le mental est suffisamment pur, donc détaché de l'astral, il pourra exprimer par le biais de la parole, par le biais de l'action, il pourra donc exprimer d'une façon presque parfaite l'énergie supramentale parce que lui sera au niveau supramental. Mais l'homme ne peut pas augmenter son taux vibratoire. Qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme peut simplement essayer d'ajuster tout ce qui est vibratoirement plus bas en lui, ajuster cela à son plus haut niveau de vibration. Il n'augmente pas ses vibrations, il prend ce qui est inférieur en lui pour essayer de l'énergiser de façon à l'amener égale à ce qu'il y a de supérieur en lui. De cette façon, l'homme a suffisamment d'énergie haute en lui pour que par attraction, ce que nous appelons l'amour, l'énergie supramentale puisse venir. C'est-à-dire que l'homme est suffisamment dynamisé pour permettre à une énergie involuante, l'énergie supramentale, de venir au niveau de l'homme, de façon à ce que l'homme puisse en prendre connaissance. Donc, l'homme n'augmente pas son taux vibratoire pour entrer en contact, il purifie son intérieur pour laisser, si possible, que ce qu'il y a de supérieur en lui, en l'occurrence pour l'énergie supramentale, son énergie mentale, en l'occurrence pour l'énergie mentale, son énergie astrale, en l'occurrence pour l'énergie de l'astral supérieure, l'énergie spirituelle, donc l'homme essaie de laisser tomber ses basses vibrations astrales, ses jalousies, tous les défauts, disons, qu'on a bannis, qui sont des expressions vibratoires basses de l'astral. Si l'homme dynamise suffisamment son astral, il rencontrera des entités ou des énergies de l'astral spirituel, de l'astral supérieur. Lorsque l'homme est à un autre niveau, donc au niveau mental, il pourra rencontrer des énergies supramentales qui seront mentalisées par l'homme. Ces énergies mentalisées par l'homme ne supramentaliseront pas l'homme.
Elles vont donner de l'expérience mentale à l'homme, elles vont énergiser, donc vu qu'elles sont mentalisées par le mental humain, elles vont donc nourrir le mental de l'homme, donc grossir sa puissance mentale, sa puissance énergétique, pour qu'à un moment donné, cette puissance énergétique soit une base suffisante pour que vienne se poser l'énergie supramentale. Et là, l'homme devient supramental, et là, l'homme n'entre plus en contact avec l'énergie supramentale, l'homme doit simplement découvrir tous les mécanismes de la supramentalité de façon à rechercher Dieu, l'énergie bouddhique. Et lorsque l'homme aura trouvé Dieu dans l'énergie bouddhique, il sera cela. Et il pourra rechercher Dieu dans l'énergie divine. Présentement, le Dieu le plus accessible à l'homme, la forme d'expression divine extraplanétaire supérieure à l'homme, la plus accessible à l'homme, est l'énergie supramentale. Et aucune autre forme d'expression divine ne peut venir voir l'homme si l'homme n'a pas une base récessive. Donc, l'homme doit avoir un corps vital, un corps astral, un corps mental, un corps supramental, etc., pour recevoir les énergies supérieures. Donc, l'homme qui augmente la capacité vibratoire, non pas sa hauteur de vibration limitée, par contre, l'homme qui amène sa vibration à son bloc supérieur en vibration, lui peut attirer une énergie supérieure qui viendra se placer au même niveau pour être en résonance. On ne place pas du feu sur de l'eau. C'est alchimique, mais c'est un fait. On doit placer quelque chose en harmonie. Si vous mangez du sodium, vous mourrez presque instantanément, c'est un poison violent. Mais vous en avez absolument besoin pour vivre. Mais n'en mangez pas. Si vous respirez du chlore, on s'en est servi pendant la guerre, c'est un poison respiratoire, un poison vaporeux extrêmement toxique. Mais vous en avez absolument besoin pour vivre. Mais n'en respirez pas. Donc, on prend ces deux énergies, on les place à un niveau assimilable, c'est-à-dire qu'on les place à une vibration harmonieuse avec l'homme, le chlorure de sodium, le sel de table, et ça, vous pouvez en manger. Et une fois dans votre corps, il est absorbé par d'autres formes de vibrations supérieures au chlorure de sodium. Et là, on a le chlore qui est défait, qui va servir à certaines choses. Et on a le sodium qui va servir à la transmission neurologique, par exemple, et à d'autres choses. Donc, l'homme qui est en contact avec l'énergie supramentale, par exemple, l'homme qui s'habitue à communiquer avec son ajusteur de pensée, c'est-à-dire l'homme qui développe cette intuition, l'homme qui écoute ce sens, mais qui ne porte pas attention à ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que l'homme développant ce sens perçoit des choses et il devra les discerner par l'intermédiaire du mental lorsque nous parlons d'énergie supramentale, de façon à discerner quand cela vient de l'astral et quand cela vient de l'énergie supramentale. Mais quand c'est chez l'homme, c'est mental, c'est jamais supramental. Qu'elle soit visible ou invisible, quand est-ce qu'une réalité est-elle réelle de façon absolue? Une réalité est réelle de façon absolue lorsqu'elle ne peut plus être perçue par l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne connaîtra jamais la réalité absolue tant que lui-même ne sera pas une réalité absolue, tant que lui-même ne sera pas cette réalité absolue. Et lorsque l'homme sera cette réalité absolue, il ne le saura pas. On appelle cela être, on appelle cela immédiatement, instantané. Il n'y a pas de perception, il n'y a plus de connaissance. Pourquoi? Parce que la réalité absolue, ce n'est pas un fragment du spectre réel, ce n'est pas une partie du casse-tête réel. La réalité absolue, c'est tout. Donc, lorsque tout est tout, il ne peut pas percevoir qu'il est tout parce qu'il ne peut se comparer à rien, étant donné qu'il est tout. Donc, l'homme ne peut pas connaître cette réalité absolue. L'homme ne peut connaître que des réalités qu'il peut interpréter et nommer vérité. L'homme ne peut connaître que des réalités en harmonie, présentement, avec son plan d'évolution. Donc, la matière est solide dans le plan terrestre. La matière est d'autres choses dans le plan vital, et sur d'autres planètes, il y a beaucoup d'autres réalités. Il n'y a pas de réalité absolue tant que l'homme pourra percevoir ces réalités. Alors, il y a des réalités pour l'homme, il y a des vérités pour d'autres, il y a des illusions pour la majorité, mais la réalité absolue ne peut pas être obtenue par une parcelle de cette réalité absolue. Une question ici qui serait plus de décodage. Chaque fois que je regarde l'heure, c'est 11h11 du soir ou 1h11 du matin. Je fais ton cadran.
Je fais des additions de chiffres qui sont à ma vue et toujours des 1. Que dois-je comprendre? Bon, absolument rien. Tu dois simplement comprendre que c'est amusant, que c'est plaisant. Et que, oui, tu peux toujours évidemment ôter toutes les 1 sur ton cadran. Donc, je ne fais pas des farces. Je fais simplement référence au fait que les personnes ont une tendance dans des choses qui ne sont pas comprises. À un moment donné, c'était les dieux qui chicanaient pour qu'il pleuve. Et à un autre moment donné, on cherche un message, un symptôme, un signal. Le fait de calculer et de voir le 1 peut, à un moment donné, déclencher chez la personne une recherche qui va être suffisamment énergisée pour qu'elle comprenne quelque chose. Et elle pourra dire, c'est ça que ça voulait dire. Mais c'est faux. L'énergie placée dans la recherche amène la compréhension. Et le désir de comprendre, disons, le fait que l'heure soit toujours la même, lorsqu'elle regarde, évidemment, a amené la personne à canaliser ses énergies de façon à comprendre quelque chose qui n'a aucun rapport avec ça. Et ça, on appelle ça un koan, disons, en termes bouddhiques. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Il n'y a rien à comprendre dans ce fait même. Il y a des raisons tout à fait astrales de ce mécanisme, c'est-à-dire que la personne perçoit régulièrement tout ce qui se passe à l'extérieur d'elle, mais dans sa programmation sensorielle astrale, elle fait attention à certaines choses. Un exemple, vous pouvez vous programmer et vous dire « je me couche ce soir et demain à 8h moins quart, je veux être réveillé ». Vous vous endormez et vous êtes capable de vous réveiller à l'heure juste que vous avez dit et même éteindre votre cadran avant qu'il sonne ou au moment où il allait sonner. Pourquoi? Parce que dans votre sommeil, dans votre nuage astral, vous êtes conscient de ce qui se passe. Donc, vous êtes programmé pour que rendu là, vous vous réveillez. Et pas au cadran, au rythme de la société qui est réglé par le cadran. De cette façon, s'il y a une panne de courant, vous allez quand même vous réveiller à l'heure que vous avez décidé, malgré que sur le cadran, l'heure n'est pas écrite. Alors, si dans le sommeil, vous êtes capable, dans l'éveil, vous êtes capable. Mais vous avez une programmation qui fait que chaque fois que vous levez les yeux, c'est sur cette heure-là. Mais il n'y a aucun signe autre que le fait que vous avez une programmation qui vous réveille, c'est-à-dire qui vous fait regarder votre montre à 11h11, par exemple, ou à 21h11, ou etc. Alors, ce n'est pas un message céleste ou un message évolutif. Il y a de quoi apprendre là-dedans, le mécanisme simplement qui fait qu'à un moment donné, votre ami vous parle, est-ce que tu as entendu parler de, je sais pas moi, des roses de mai? Ah non, je connais pas ça. Et là, tu t'en vas et tout d'un coup, tu vois un fleuriste vente spéciale rose de mai. On est au mois de mai, ça a de l'allure. Et là, tu fouilles dans ta bibliothèque, tu trouves un livre, et l'auteur s'appelle Rose de mai, quelque chose. Alors, tu as plein de coïncidences, il se trouve à un moment donné qu'on parle de tout ça, de ce que tu as parlé à la télévision, dans les journaux. Coïncidence. Simplement que tu es en contact avec l'astral, et tu as connaissance de cela. Ton ami t'en parle, et tu vis là-dedans, mais il n'y a pas de symptômes particuliers, de hasard divin, de solutions particulières à rechercher. C'est simplement un mécanisme normal, mais dans le plan d'astral. Peut-être moins dans le plan dans le plan de la matière. On ne doit pas rechercher nécessairement à découvrir quelque chose par le biais de ça. Si je suis ton raisonnement, l'homme doit évoluer normalement dans le quotidien, et s'il perçoit l'invisible ou l'inaudible, c'est qu'il est un récepteur adéquat pour cette forme d'énergie perçue par lui. C'est tout, oui. Tout. Tu n'es pas plus évolué, tu es un récepteur adéquat à cette forme d'énergie. Si tu es suffisamment intelligent pour explorer ce domaine énergétique, sans vouloir le créer avant de l'explorer, c'est pour ça que je vous dis de ne pas porter d'importance à ce qui est perçu, ben vous allez être capable de découvrir et de développer ce sens. Mais il ne sait rien d'autre. L'homme n'est pas plus évolué parce qu'un est télépathe, l'autre peut-être plus fort, lui est médecin, lui est un éboueur spécial, il trouve même les vidanges cachées. On n'est pas plus évolué pour ce genre de symptômes. On est des récepteurs à certaines choses. C'est tout. Comment la matière visible réussit-elle à fixer l'énergie invisible? Bon, évidemment, il faut déjà partir avec l'idée que la matière visible fixe, réagit. Réussit-elle? T'as raison, à fixer l'énergie invisible. Alors, la matière visible fixe ou ne fixe pas, on s'en fout. Une chose qui est certaine, c'est que ce qui est invisible existe
Et la matière visible, c'est simplement l'expression qui présentement est en harmonie avec certains de vos capteurs sensoriels. Donc, ce n'est pas parce que c'est invisible que ce ne peut pas être fixé. Ce qui est invisible est de même nature dans l'invisible matériel que ce qui est visible. Présentement, nous avons des rayons ultraviolets qui vont tendre lentement à transformer la couleur de cette nappe. Donc, ce sont des choses visibles. On peut les rendre visibles par reflet. Donc, on voit la couleur. Cela devient visible pour l'œil. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas le récepteur. Comment, par exemple, ce qui est visible capte-t-il le visible? De la même façon que l'invisible capte l'invisible et que le visible capte l'invisible. Le fait que je n'entende pas n'empêche pas un papier de vibrer lorsqu'un gros haut-parleur est à côté. Le fait que je n'entende pas n'empêche pas la vitre de mon salon de trembler lorsqu'un camion de diesel passe à côté dans la rue. Donc, même si c'est invisible ou inaudible à moi, cela n'empêche pas la matière qui est en harmonie avec cette forme d'onde de la capter. Alors, comment le visible capte-t-il l'invisible? Il le capte selon des lois qui régissent l'harmonie entre deux formes d'énergie. Plus elles sont similaires, plus elles ont tendance à devenir pareilles. Alors, ce qui fait que la matière peut absorber les vibrations, elle peut absorber la lumière, elle peut absorber des coups, elle peut absorber la chaleur, elle peut absorber des radiations, elle peut absorber des énergies mentales, des énergies astrales. Elle absorbe selon sa capacité d'absorber. Donc, certaines formes matérielles n'absorbent rien. D'autres formes absorbent. Et simplement parce qu'elles sont en harmonie. Quand on regarde ce verre, on dit c'est visible. Mais savez-vous qu'au microscope, il y a plusieurs choses invisibles qui deviennent visibles? Ce verre est bourré de choses invisibles à l'homme. Et ce verre visible, par l'intermédiaire de ce qui est invisible et qui le maintient, capte des choses invisibles. Autant que ce verre visible peut capter des choses invisibles et en les captant, il rabaisse la vibration parce qu'il doit l'amener à son énergie. Et là, elle devient visible pour l'homme. C'est le principe du radio, par exemple. C'est le principe des réflecteurs. La lumière n'est pas visible. Elle doit être réfléchie par quelque chose qui abaisse son taux vibratoire de façon à l'amener en harmonie avec l'œil. L'œil le perçoit. Alors, ce sont des mécanismes, disons que je ne veux pas m'étendre dessus, c'est des mécanismes tout à fait physiques, tout à fait atomiques et tout à fait normaux. L'invisible et le visible, c'est la même chose, sauf que dans ce qui est visible, ou disons, dans ce qui est invisible, nous percevons certaines tranches que nous appelons visibles. Mais il n'y a pas de différence entre les tranches que nous ne percevons pas et les tranches que nous percevons. Elles travaillent de la même façon. Mais l'homme perçoit certaines tranches, c'est-à-dire que l'homme perçoit un éventail tout collé ensemble et le reste, il ne le perçoit pas. Mais c'est les mêmes choses. Il arrive parfois que l'on voit un événement avant qu'il arrive. Doit-on y attacher de l'importance? Cette vision a-t-elle pour but de nous aider ou peut-elle nous nuire? Si je vous donne une épée, est-ce que cela a pour fonction de vous aider ou de vous nuire? Si je vous donne un livre, est-ce que cela a pour fonction de vous aider ou de vous nuire? Ça n'a aucune fonction. Par contre, vous pouvez vous en servir pour vous nuire, vous pouvez vous en servir pour vous aider. Donc, si je pressens quelque chose, si j'ai la voyance d'un événement futur qui peut arriver, qui n'arrivera peut-être pas, qui pourra peut-être arriver, simplement parce que je lis dans l'astral, si j'ai cette voyance, est-ce que cela est pour m'aider ou pour me nuire? Cela est simplement que tu as perçu quelque chose. Est-ce que cela va t'aider ou te nuire? Ça dépend de toi. Mais une chose qui est certaine, on ne devrait pas attacher de l'importance à ce que nous percevons. Un homme averti en vaut deux, soit. Mais un homme diverti en vaut moins qu'un. Donc, lorsque nous avons une perception de quelque chose et que nous attachons de l'importance et que nous essayons de voir dans l'événement ce que nous avons vu, il y a absurdité. Lorsqu'à un moment donné, je perçois qu'en ouvrant une porte, je vais me faire attaquer par un immense lion en entrant quelque part. Alors si, en arrivant devant la porte, l'idée me revient, je souris. C'est amusant. Parce que j'y porte pas d'importance. Je peux écouter quand même. Je peux ouvrir lentement. Mais je décide pas de pas ouvrir pantoute ou d'aller me chercher un fusil.
Donc, je ne dois pas être diverti par l'astral. Un homme averti en vaut deux, ça va, mais on ne doit pas porter d'importance. C'est extrêmement important, ça. Donc, on perçoit, cela va, ce n'est ni utile, ni nuisible, ce n'est rien d'autre qu'une perception de quelque chose. Et moins on connaît les mécanismes de ces choses, moins on devrait leur attacher, moins on devrait les croire. Mais là, moins l'homme connaît, plus l'homme croit. Mais faites l'inverse. Alors, ces perceptions, vous pouvez développer simplement le fait de percevoir. Et c'est tout. Et si la majorité des choses s'avèrent vraies, faites attention parce que la journée où vous allez tout mettre dans cette perception, sûr, elle va s'avérer fausse. Sûr. Alors, faites bien attention. Est-ce que l'on peut être influencé à notre insu par des vibrations négatives? Merci. Lorsqu'on est influencé, c'est toujours à notre insu, par des énergies positives, supérieures ou négatives. Sinon, vous n'êtes pas influencé. Vous allez réfléchir, vous allez réagir, vous allez étudier, vous allez observer et vous allez voir que c'est correct et vous allez le faire. Mais lorsqu'on est influencé, c'est toujours à notre insu. Les énergies négatives sont attirées par ce qui est négatif en vous. Et le fait d'attirer des énergies négatives de temps en temps nous influence, c'est-à-dire que cela crée chez nous un accord amical entre ces énergies négatives et nous nous complaisons à notre insu à vivre ce genre d'énergie que nous connaissons. La majorité des êtres humains préfèrent vivre un malheur connu que de risquer un bonheur inconnu. Parce que dans le malheur connu, il y a la sécurité. Et dans le bonheur inconnu, il y a le risque, l'insécurité. Donc, à notre insu conscient mental, on ne veut pas souffrir mentalement, mais par contre, on veut bien rester humain et émotif. Et à l'intérieur de ça, on a ces énergies négatives et des énergies positives. Alors donc, à notre insu, on cumule ces énergies et à un moment donné, lorsque notre psychologie va manquer d'énergie, lorsque notre mental va être épuisé, lorsque notre dose d'énergie vitale va diminuer, ces énergies négatives vont automatiquement prendre le dessus. Parce que l'énergie supérieure de l'homme, ce qui normalement vous garde calme, par exemple, va diminuer et à un moment donné, la densification d'énergie négative que vous cumulez va prendre le dessus, et là, vous allez devenir colérique cette journée-là. Vous allez vous lever du mauvais pied. Et ça ne sert à rien de retomber dans le lit pour remettre le pied droit à terre. Quand on parle du mauvais pied, on ne parle pas du pied gauche ou du droit. Même si, à un moment donné, on a une espèce de superstition qui fait que tu places ton lit sur le bord du mur pour te lever toujours du pied droit. Bon. Mais ça marche, énormément. Alors, ce qui fait que la personne va donc, à un moment donné, être assujettie à exprimer des énergies négatives. Donc, elle a été manipulée, évidemment, influencée à son insu. Le fait d'aller dans une salle et tout le monde n'aime pas ce qui se passe, influence énergétiquement la personne qui ne sait pas trop quoi décider. Alors donc, le fait de cumuler ces énergies, le fait d'en avoir en nous, et on en a tous en nous, le fait donc d'en avoir en attire et on est continuellement manipulé, influencé par des énergies autant négatives que par des énergies positives. Le fait que l'homme, à un moment donné, se lève, il est complaisant, il est patient, tout va bien, c'est qu'il est influencé par des énergies positives. La preuve de cela, vous allez quelque part où on a une chicane de famille, tout envole, vous ne vous sentez pas bien. Vous allez dans un autre endroit, vous filez mal, un endroit où tout le monde va bien, tout le monde est jovial. D'ailleurs, on va être jovial ici prochainement. Tout le monde est jovial et vous vous ressentez remonter. On est donc influencé par ces énergies. Mais on ne devrait pas être influencé par ces énergies. On devrait être debout quand ça nous tente et assis et couché quand ça nous tente. On resterait toujours debout, évidemment, mais on est influencé. Et on ne devrait pas être influencé. On devrait être capable de s'auto-énergiser continuellement pour être ce que nous croyons le mieux être. Donc, lorsque je suis atteint d'énergie négative, je suis faible, je n'ai pas de créativité, j'exprime mal les énergies créatives, donc je peux être malade, je suis colérique, je suis impatient. Donc, c'est plus intelligent d'être en forme, d'être pépé, d'être créatif, donc de bien exprimer ses énergies, d'être patient, d'être avenant, d'être efficace. Tout le monde est d'accord avec ça.
Alors, au lieu d'attendre, au lieu de dire « Ah, mais aujourd'hui, tout va mal », pourquoi tout va mal? Parce que tout ne va pas comme tu avais envisagé et tu calcules, tu décides de te laisser influencer par toutes ces petites frustrations cumulées dans la journée. Mais tout va très bien parce que ton char a parti seulement au 15e coup, mais tu avais un auto. Parce que tu as déboulé l'escalier en tombant, mais tu as un escalier, donc tu as une maison. Hein? Parce que tu es tombé dans les bras de la concierge, ben là, évidemment, ça peut être plusieurs choses. Mais enfin, l'homme voit que ça va mal parce que l'homme avait une idée de ce que ça devrait bien aller. Alors donc, ces énergies négatives, on est continuellement influencé par elles parce qu'on en génère, parce qu'on en suscite en nous et parce qu'on en attire. On en a besoin. Il est vrai, mais drôlement vrai, diaboliquement vrai, que l'homme a besoin d'être frustré pour pouvoir prendre conscience qu'il vit. Hélas. L'homme a besoin d'être perturbé, donc l'homme cumule certaines formes d'énergie négative en lui, parce que cela le rassure, parce que cela lui donne, quand il est frustré, quand il est perturbé, la vie. Il prend conscience qu'il vit. Et cette prise de conscience qu'il vit n'est pas essentielle à l'évolution, mais elle est essentielle à la sécurité demandée par l'ego. Ce qui fait qu'une personne malade, blessée, faible, peut soudain reprendre goût à la vie, revivre, guérir plus rapidement que n'importe quelle personne qui a une morale positive, parce qu'elle haït quelqu'un et qu'elle veut se venger. Et elle va vivre vieux et en forme, intelligente, énergisée, parce qu'elle a la haine de quelqu'un. Et les énergies négatives sont beaucoup plus efficaces pour plaire à l'ego, pour amener une santé, pour amener des choses, pour amener de l'argent, que les énergies positives, les énergies bienfaisantes. Et c'est pourquoi une personne qui se voue à Satan, aux énergies basses, a des résultats immédiats. Et la personne qui prie Dieu n'a à peu près jamais de résultats. Mais cela n'empêche pas que l'évolution de l'homme doit être placée vers des énergies supérieures. Donc, l'homme ne doit pas demander aux énergies supérieures de venir servir son ego. Il peut le demander à Satan, mais pas aux énergies supérieures. Par contre, l'évolution de l'homme n'est pas d'assouvir l'ego. Donc, l'homme qui s'assujettit aux énergies inférieures et chaque parcelle d'humanité en conserve en lui parce que cela le sécurise, parce que cela est réel. La joie est incertaine, la souffrance, on peut facilement la voir, la souffrance. Hein? Alors, on sait qu'on vit. Par contre, le bonheur, on a de la difficulté à l'avoir parce qu'on ne connaît pas suffisamment le bonheur, mais on garde suffisamment d'énergie négative en nous pour connaître la puissance des énergies négatives. Alors donc, l'homme doit de toute façon se vouer à travailler avec des énergies de plus en plus vibratoires, donc positives par rapport à lui, parce que karmiquement, c'est-à-dire que écologiquement, l'homme qui génère trop d'énergie négative en lui va disparaître. Son corps physique va tendre à s'éparpiller, son corps astral, ce que nous appelons l'âme, à un moment donné, va être aussi ingurgité par des expressions négatives. Et c'est pourquoi on peut dire vendre son âme au diable. Donc, évidemment, l'homme qui a des énergies négatives doit donc faire en sorte d'éliminer ce quota d'énergie négative, mais il n'aura pas pour autant, et c'est ce que l'homme croit, tout ce qu'il demande. Il devra demander que ce qu'il recevra. Et il saura demander ce qui est intelligent pour lui. Par contre, la personne qui veut évoluer de façon à entrer en contact avec Dieu, de façon à ce que Dieu vienne la libérer de toutes ses souffrances, elle n'est pas dans un bon chemin. Elle n'y arrivera pas de toute façon. Plus elle va évoluer, plus pendant un certain temps elle va souffrir, et à un moment donné, elle ne souffrira plus, non pas parce que Dieu est venu l'aider, parce qu'elle comprend les mécanismes de la souffrance, et elle pourra les contourner. Et la personne qui descend dans les énergies inférieures va avoir une vie parfaitement heureuse, parfaitement coordonnée, parce que les énergies basses sont plus proches de la matière, donc se densifient plus rapidement, donc on a le résultat plus rapidement, mais elle vivra la souffrance lorsqu'à un moment donné, ces énergies inférieures qu'elle aura manipulées seront suffisamment densifiées en elle pour la transformer et prendre possession, disons, vitam aeternam d'elle. Alors évidemment, l'évolution de l'homme n'est pas de retourner en arrière dans le but d'être heureux, mais d'avancer en avant.
Et de toute façon, l'homme est suffisamment inintelligent, il a suffisamment peur pour fuir le diable. À part quelques caves. Mais est-ce que c'est automatique, ça, Daniel, qu'à chaque idée négative que tu sors, il en rentre une? Non. Lorsque tu as une idée négative, tu exprimes quelque chose en toi. Soit que tu l'as créé toi-même, cette vibration négative, soit qu'elle t'est donnée par quelque chose d'autre. Tu as une influence. Mais le fait que tu en exprimes une, il n'en rentre pas une. Sauf que le fait que tu en exprimes une, elle s'énergise elle-même en toi, donc tu la renforces. Alors, plus tu vas émettre d'énergie négative, plus tu vas renforcer ces énergies-là en toi. Alors, c'est pas nécessaire qu'il en rentre une. Il en sort pas de toi. Le fait que tu l'exprimes, c'est comme si tu parles encore par la radio. L'énergie sort de l'antenne, mais la radio ne perd pas d'énergie. Donc, si tu l'exprimes, tu peux dynamiser d'autres radios, les rendre négatifs ou positifs, et toi, tu fais la même chose chez toi. Donc, si tu exprimes quelque chose de bien, tu auras plus de bien.